Oui, bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un petit peu du lien entre démographie et changement climatique. Comme j'ai été pendant quelques années représentant de la France au GIEC, depuis, je me suis un peu intéressé sur les causes profondes du changement climatique, en particulier à la question de la population. Et là, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, on manque beaucoup encore de recherche dans ce domaine pour essayer de mieux comprendre comment le changement climatique pourrait être atténué en agissant sur les questions de population et notamment de natalité. Alors la prochaine diapositive, c'est un petit peu le plan de cette présentation. D'abord les déclarations qu'a pu faire le GIEC au sujet de la démographie dans le changement climatique, qui sont assez peu nombreuses. Après, il y a une partie un peu pédagogique, enfin surtout pour attirer l'attention sur le fait qu'il faut être assez prudent quand on interprète les statistiques qui sont présentées, que ce soit par le GIEC ou par d'autres, parce qu'il faut vraiment regarder de quel type d'émissions on parle, si on ne laisse pas de côté des aspects importants. Alors on trouve tout bien sûr dans le rapport du GIEC, mais encore faut-il savoir où chercher. Après, il y a donc ces questions d'interpréter toutes les statistiques qu'on retrouve dans ces rapports-là. Et puis il y a aussi les questions de modélisation que le GIEC a faites sur les causes du changement climatique et surtout sur les moyens de le combattre, que je vais essayer de présenter rapidement. Et après, j'insisterai un peu sur la question de la déforestation, qui, à mon avis, a une interaction assez importante avec la question de la démographie. Et puis, sur les questions de démographie, sur les mesures en démographie qui seraient envisageables pour réduire les émissions du GIEC. Alors, donc, pour commencer, en fait, le GIEC, dans ses trois derniers rapports, enfin, ces deux derniers, pardon, on dit pratiquement de moins en moins sur la question de la démographie. En 2004, j'ai mis ici ce qu'il dit. Donc au niveau du résumé pour les décideurs du rapport du groupe 3, qui est celui qui s'occupe des aspects économiques et des aspects de réduction des émissions. Donc il dit au niveau mondial, la croissance économique et celle de la population ont continué à être le moteur le plus important des augmentations des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles. Bon, là, on voit déjà une certaine limitation. On ne parle que des émissions de combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon. Et le GIEC dit, effectivement, la démographie est un des facteurs les plus importants avec la croissance économique. En 2022, donc lors de son dernier rapport d'évaluation, qui est paru donc l'an dernier, il n'en parle plus dans le résumé pour décideurs. Vous savez que le résumé pour décideurs, c'est celui qui est le plus publié, qui fait l'objet d'une adoption par les États. Donc, il n'en parle plus dans le résumé pour les décideurs, mais c'est quand même dit dans le rapport principal et dans le résumé technique, qui est beaucoup moins lu que le résumé pour décideurs. Bon, c'est à peu près la même chose. À l'échelle mondiale, le PIB par habitant et la croissance démographique sont les principaux moteurs des émissions au cours de la dernière décennie. Par contre, le rapport de synthèse qui est censé faire la synthèse des trois groupes du GIEC, qui est vraiment le rapport final, on ne trouve plus ni le mot population, on ne trouve plus le mot démographie, ni population. Bon, apparemment, il y a une sorte... Alors, ça ne veut pas dire que le GIEC ne pense plus que la démographie n'a pas d'effet, puisque les rapports précédents demeurent valables. Les rapports des années précédentes ne sont pas modifiés. Mais bon, il n'évoque plus cette question. Alors, dans la diapo suivante, j'essaye de montrer un petit peu quelles sont les principales émissions annuelles de CO2. Et ça a peut-être un intérêt un peu plus général, c'est que quand vous essayez
de regarder ce qui est émis. Bon, je suggère de regarder plutôt la colonne de droite, où c'est des pourcentages, parce que les quantités en gigatonnes équivalent de CO2, c'est peut-être moins parlant. Si on prend le total des émissions de gaz à effet de serre, donc qui arrive à 100%, vous avez seulement 75% qui sont du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone. Dans ces 75%, vous en avez 64% qui viennent de combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon essentiellement. Et vous en avez 22% qui... Alors, non, dans ces 75%, vous en avez 64% qui viennent des combustibles fossiles. Alors, il y a en plus, dans les 100% de GES, 22% qui viennent de ce qu'on appelle la FOLU. Ça veut dire agriculture, forêt et autres utilisations des terres. Et parmi ce qui est émis par l'agriculture, la forêt et l'utilisation des terres, vous avez d'une part, vous avez notamment ce qui est issu de la déforestation, qui représente quand même 11% du total des émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça, en termes bruts, c'est-à-dire ce sont vraiment les émissions liées au fait qu'on coupe des arbres. Alors, on parle également de termes nets, c'est-à-dire que comme il y a aussi des arbres qui sont replantés, en fait, l'évolution de la forêt ne contribue pas à 11%, mais seulement à 6%, d'après les comptabilités qui sont faites, en net, c'est-à-dire une émission moins, arbres coupés, moins arbres replantés. Donc, vous voyez, donc ça veut, bon, peut-être qu'on va pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour attirer l'attention qu'il faut faire assez attention à ce qu'on regarde quand on parle des émissions. Et très souvent, les gens ne parlent que du CO2 émis par la combustion des combustibles fossiles, qui en fait représente 64%, qui est comptabilisé notamment par l'Agence internationale de l'énergie, mais qui représente que 64% des gaz à effet de serre. Donc à la diapo suivante, j'essaye de montrer un petit peu comment le GIEC a essayé d'évaluer le rôle de la population, de la croissance démographique dans la croissance des émissions. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle ici l'identité de Kaya, qui se penche donc sur les évolutions des moyennes annuelles, dans ce cas entre 2010 sur 10 années, des émissions de CO2 venant de la combustion de combustibles fossiles, parce qu'on ne peut pas appliquer cette équation plus largement du fait que je vais expliquer, c'est que ça consiste en fait à décomposer la croissance des émissions entre la part qui est due à la croissance de la population, d'une part, multipliée, donc qui a été de 1,2% sur ces 10 années, toujours au niveau mondial. Le revenu par habitant qui a augmenté de 2,3%, toujours au niveau mondial au cours de cette période. La quantité d'énergie consommée par unité de revenu par habitant, c'est-à-dire en fait, quand vous gagnez $1, en moyenne, vous émettez vous consommez tant de kilowattheures d'énergie. Et puis, ensuite, le CO2 émis par unité d'énergie, c'est-à-dire le nombre de kilos de CO2 en moyenne par unité d'énergie. Alors, ce qu'on constate, c'est que si on additionne tous ces chiffres, 1,1%, plus 1,2, plus 2,3, 1,2 plus 2,3, moins 2, moins 0,3, on arrive à l'augmentation des émissions de plus 1,1 par an.
Et en fait, il y a deux facteurs qui ont augmenté au cours de ces 10 années. C'est le nombre d'habitants et le PIB moyen par habitant au niveau mondial. Donc on peut dire pratiquement, puisque le PIB compte à peu près pour 2 fois plus que le nombre d'habitants, que les augmentations sont dues au nombre d'habitants sont à peu près de 30% et celles dues au PIB de 60%. Alors là, c'est un peu de l'excès de langage, hein, parce qu'on ne peut pas dire tout à fait qu'il y a une relation de cause à effet, mais je ne vais pas rentrer dans ces questions. Enfin, ça donne une idée de l'ordre de grandeur un petit peu de l'effet de l'augmentation de population. Alors tout ça, c'était au niveau mondial, mais quand on descend un petit peu en échelle au niveau des continents, on arrive à des résultats qui sont très différents. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, je pense, à trop se référer à des statistiques mondiales. Et ici, j'ai juste enlevé, toujours ça, c'est extrait du rapport du GIEC hein, de l'an dernier. Ils l'ont fait pour une dizaine de continents. Mais juste pour illustrer la question, j'ai mis dans ce tableau l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Alors, ce qu'on constate d'abord, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est que la contribution aux émissions mondiales, tout gaz à effet de serre confondu, est à peu près la même pour l'Afrique que pour l'Europe, et qu'elle est un peu moins pour le Moyen-Orient. Bon, j'ai pas mis l'Amérique du Nord, hein, parce que ça serait, ni la Chine, c'est encore des cas différents, mais ici, je peux me limiter qu'à des exemples. Hein. Ça serait beaucoup plus. Bon, mais regardons simplement ces 3 cas-là. L'Afrique est quand même pas tout à fait négligeable hein, donc dans les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle est pratiquement au niveau de l'Europe. Par contre, les causes sont très différentes. La population en Europe a augmenté de 0,3% dans la période, en Afrique de 2,4%. À peu près pareil au Moyen-Orient. Par contre, l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie dégagée par habitant et par an, a diminué en Europe. Hein, on a fait des économies d'énergie. En Afrique, on en a fait un petit peu, mais enfin pas beaucoup. Et de même au Moyen-Orient, hein, où on a le pétrole pratiquement gratuit, on a fait un petit peu, mais pas beaucoup. Le PIB par habitant de l'Europe, il a augmenté de 1,5%. Celui de l'Afrique, il a très peu augmenté. Le Moyen-Orient aussi. Et les émissions de CO2 de fossiles ont diminué en Europe. Elles ont augmenté en Afrique à peu près comme la population. Et au Moyen-Orient à peu près aussi comme la population. Donc on arrive à des chiffres qui sont très très différents. Et après, si on descend encore en échelle par pays, ça va être encore différent. Voilà. Alors pour essayer d'évaluer l'importance de toutes ces causes d'émission, le GIEC a animé des exercices de modélisation très 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 sophistiqués, basés sur ce qu'ils appellent des modèles économétriques d'évaluation intégrée. Donc, qui sont des modèles qui sont coordonnés hein, par un consortium hein, qui relève du GIEC, qui sont des modèles informatiques qui simulent les interactions entre les phénomènes physiques de société et leurs évolutions, et qui essayent de calculer ensuite quels pourraient être les effets de telle ou telle mesure qu'on prendrait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il s'appuie sur des relations physiques ou statistiques entre les flux de matière, d'énergie, les émissions, ils tiennent compte de l'urbanisation, enfin de tas de choses. Il y en a de très nombreux qui ont été faits par des économistes en lien avec le GIEC, donc pour évaluer l'efficacité des politiques et mesures d'atténuation. La diapo suivante montre... Alors pour évaluer les effets de ces mesures, ils ont été obligés de se donner un peu des règles communes et de se fixer sur des scénarios de base communs.
et c'est là que je vais en venir à la population. En fait, les modélisations du GIEC, toutes ces modélisations économétriques, sont faites à partir de 5 familles de scénarios qui sont appelés SSP1, SSP2, SSP3, ASSP5, qui ont été définis par des groupes d'experts, par consensus, avec des hypothèses différentes sur le développement que pourrait avoir le monde en différentes régions du monde, et pratiquement par pays. Donc il y a des scénarios qui sont basés, comme je prends le scénario SSP1 par exemple, qui est basé sur un développement durable qui arrive à une bonne prospérité générale et un développement où tous les pays en développement se développent très vite. Il y a un scénario SSP5 qui lui est basé, si on continue à utiliser massivement les combustibles fossiles, on vit très bien et que les pays en développement aussi, et on a de l'argent aussi pour prendre des mesures, par exemple pour séquestrer le CO2, pour acheter pour limiter les émissions. Le SSP1, ça correspond un petit peu à la vision de l'avenir des Européens et le SSP5 à peu près à la vision de l'avenir des Américains. Et entre les deux, vous avez le scénario repoussoir, qui est le SSP3, où il y a une concurrence acharnée entre pays, il y a moins de démocratie, les régions sont fragmentées, la prospérité générale est faible et les pays à faible revenu ne s'en sortent pas. Là, vous allez... Voilà. Alors, à chacun de ces scénarios, la diapo suivante... Enfin, je donne un peu plus de détails sur la diapo suivante. Oui, voilà, vous voyez. Donc SSP5, c'est une famille de scénarios à partir duquel les gens qui font des modèles économétriques vont essayer d'estimer l'efficacité de politiques et mesures. Donc SSP5, c'est un peu le scénario américain, capital humain de qualité, combustible fossile, SSP1 européen. SSP3, c'est un monde qui tourne pas rond. Selon ce tableau, selon qu'on va à droite, ça sera plus difficile de s'adapter. Selon qu'on va vers le haut, ça sera plus difficile d'atténuer, mais on y arrivera quand même dans le cas SSP5. Mais on s'adaptera dans le cas SSP5. Alors pour chacune de ces familles de scénarios, le GIEC se base sur une courbe de démographique, qui ici, la diapo suivante, montre au plan mondial. En fait, c'est décliné au niveau de chaque pays, mais là, c'est le résultat mondial que je vous montre, qui sont intangibles. Donc, quand les modèles vont tourner, ils ne modifieront pas la démographie, ça sera toujours la même. C'est pour ça qu'on dit que la démographie est prise comme une variable exogène et qu'on n'examine pas ce que pourra être l'effet de politique et mesures sur cette démographie. Donc vous voyez les scénarios SSP1, SSP2, 3, 4, 5 en couleurs différentes. Alors évidemment, le scénario SSP1 et SSP5, donc, qui sont les scénarios que recommandent les Américains, enfin les Européens et les Américains, ça aboutit d'ailleurs à une population raisonnable, de l'ordre de 7 milliards d'habitants en 2100. Le scénario catastrophe SSP3, avec la fragmentation du monde, on arrive à une population de 13 milliards d'habitants en 2100. Bon. Alors, malgré tout ça, il y a des chercheurs, et d'ailleurs O'Neill est sans doute le principal auteur d'ailleurs du groupe 3 du GIEC, qui ont fait quand même des essais pour regarder quels pourraient être les effets de la démographie sur les émissions. Ça date déjà d'un certain temps. C'est des choses qui ont été faites en 2010, qui ont été en 2010, mais bon, qui sont toujours valables. En gros, il a essayé de faire un peu mieux que l'équation de Caillas, c'est-à-dire de tenir compte d'autres interactions, notamment de l'urbanisation, parce qu'on sait que en cas d'urbanisation, la courbe des naissances chute par rapport à ce que
ça serait si les gens restaient installés à la campagne. Hein. Donc, ce qu'il a montré, c'est que un ralentissement de la croissance démographique, alors lui, c'est basé sur les scénarios de l'ONU de l'époque, hein, qui datent de 2004, qui sont un peu différents des actuels. Il a simplement essayé de voir quel serait l'effet sur les émissions de passer d'un scénario moyen de l'ONU à un scénario bas et de comparer à ce que d'autres politiques et mesures qui pourraient être prises par ailleurs, non démographiques, pourraient apporter pour arriver à un changement climatique pas dangereux, c'est-à-dire c'était 2 degrés en 2050. Donc il a estimé qu'on pouvait dire qu'on pouvait obtenir 16 à 29% des réductions nécessaires pour éviter un changement dangereux en 2050. Ça, c'était à partir de 2010. Enfin, même son modèle commence en 2000. En 2100, alors en prenant le potentiel serait même de 37 à 41% en 2100. Donc c'est quand même une part importante. Hein, ça pourrait apporter une contribution très importante à la réduction du changement climatique. La diapo suivante. Oui, alors là, ça a été repris un petit peu récemment dans l'ouvrage d'Emmanuel Pons, hein, qui est que peut-être beaucoup d'entre vous ont lu, qui parle donc de la relation entre changement climatique, enfin, en gros, de savoir s'il faut faire des enfants ou pas. Hein, ça s'intitule « Faut-il arrêter de faire des enfants ?» Et en fait, à ma lecture, il en conclut que ce n'est pas un problème très important. Donc, ces arguments, c'est un petit peu que pour les pays pauvres, il ne faut pas recommander de mesures de réduction de natalité, parce que ça serait peu efficace et injuste. Et puis, après, il parle du cas de la France, hein, qui compare un petit peu à celui des résultats qu'obtient O'Neill dans ce que j'ai montré avant. Alors, on peut quand même critiquer un peu cet ouvrage en disant, bon, d'abord qu'il faut tenir compte de toutes les émissions de gaz à effet de serre, hein, avant de dire qu'il ne faut pas examiner le cas des pays en développement. Que la question de la justice, peut-être n'a pas lieu vraiment d'être invoquée dans ce domaine-là, parce que souvent l'ONU, quand ils s'opposent à ce qu'on parle de contrôle des naissances, ils disent qu'il faut laisser la liberté aux femmes, certes, mais il faut aussi penser sans doute aux générations futures, hein, qui vivront peut-être dans des mondes surpeuplés. Et puis également, les simulations que je vous ai montrées, que ce soit celle de O'Neill ou celle d'Emmanuel Pons, également se limitent uniquement aux combustibles fossiles. Hein. Ce qui est dit, hein, ce n'est pas caché, mais bien sûr, il faut pas l'oublier. Et Emmanuel Pons dit qu'en France, il pense que si des mesures vigoureuses sont prises, on arrivera à la neutralité carbone en 2050, sans jouer sur les naissances. Ce qu'il nous dit pas, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces réductions de 6%, qui correspondent à peu près au programme du gouvernement actuel, on n'est pas certain qu'elles seront entièrement appliquées, parce qu'elles seront d'ailleurs douloureuses, hein, pour un certain nombre de personnes ou de couches sociales, et que la démographie peut sans doute apporter des solutions moins douloureuses que certaines des mesures qui sont proposées. Par ailleurs, on peut démontrer des choses pour la France qui, pour d'autres pays, n'ont aucun sens, hein, comme je pense par exemple à l'Afrique. La diapo suivante, c'est juste pour rappeler quel est le lien entre l'agriculture, quel est le rôle de l'agriculture. Et là, j'ai pris le cas des pays les moins avancés, hein, qui sont les pays où les revenus par habitant sont très bas. C'est un groupe de pays qui est bien identifié par l'ONU. Et ça, c'est dans le rapport de 2014, hein, du GIEC, où il donne les émissions de tout gaz à effet de serre
des pays les moins avancés dans les différents domaines. Et vous voyez que la FOLU, hein, c'est-à-dire agriculture, forêt et autres changements d'utilisation des terres, c'est vraiment la plus grosse partie des émissions, essentiellement dues à la déforestation. On peut attribuer à peu près 1 milliard de tonnes d'équivalent CO2, simplement pour ces pays-là, et encore on ne parle pas du Brésil, de l'Indonésie, hein, qui sont d'énormes émetteurs de gaz à effet de serre à partir des changements d'utilisation de terre. Donc ce sont quand même des données importantes, à peu près de l'ordre de ce que fait l'aviation, hein, ou 3 fois la France. Donc il n'est pas tout à fait illégitime, je pense, de s'intéresser à ces... Et la dernière, je crois que c'est la dernière, non. Alors oui, ça c'est pour dire, par exemple, une des utilisations, hein, une des raisons de cette dégradation des forêts, c'est l'utilisation du charbon de bois et du bois pour la cuisine. En Afrique intertropicale, vous avez à peu près 80% du fuel, des combustibles utilisés pour la cuisine qui vient du bois ou du charbon de bois. Et on a des grands marchés de charbon de bois, hein, dans ces pays-là. Moi, je crois que... Enfin, je ne sais plus dans quel pays c'est, mais au Congo, moi j'ai vu ça, au Burundi. Il y a partout ces ventes de charbon de bois. La diapo suivante. Bon, je pense que d'autres, en parleront après moi. Là, j'ai simplement remis un petit peu des messages. Je pense que un des orateurs suivants sera peut-être plus compétent que moi pour en parler. Là, j'ai simplement repris les causes de diminution de fertilité féminine qu'on peut trouver dans les pays à fertilité élevée, d'après un consensus qui a été dressé récemment par une étude du Centre européen de recherche, le JRC, auprès de 237 démographes. Et ils disent que les principales causes qu'on peut trouver pour diminuer la fertilité féminine, c'est d'abord dans les pays où il y a beaucoup de naissances, c'est l'urbanisation, diminution de la mortalité infantile, éducation, emploi des femmes, augmentation de l'âge du premier mariage, meilleure acceptation de la contraception, évolution des idéaux familiaux. Bon, ça c'est un exemple, et ils disent que les convictions religieuses, la famille, c'est la sécurité sociale, c'est moins important. La diapo suivante. Là, j'ai juste dressé quelques mesures qui mériteraient d'être évaluées par la communauté scientifique pour réduire la natalité sans porter atteinte aux droits humains. Bon, la liste n'est pas très compliquée, hein. Faciliter l'accès à la santé reproductive, intégrer le planning familial dans la politique de santé, développer l'éducation des femmes, encourager leur emploi, l'égalité des sexes, peut-être relever l'âge minimum pour le mariage. Voilà des mesures assez simples, hein, qui n'ont pas été étudiées par le GIEC, hein, en termes de changement climatique. Ça, on peut peut-être passer. Là, je crois que j'atteins mon temps, non ? On va passer parce que c'est pour... la dernière, là, c'est pour les délais nécessaires. Bon, souvent, quand on parle de l'interaction entre démographie et climat, on nous dit oui, ça a un effet, mais il faut 30 ans pour que ça ait un effet. Alors là, je n'ai pas fait d'études quantitatives, hein, mais quand on regarde un certain nombre d'autres mesures qu'on nous propose, on n'est pas très loin de ces délais de 20 ou 30 ans. Hein. Je pense par exemple, passer à la voiture électrique, hein, on en parle depuis peut-être une dizaine d'années. On est actuellement à 3% du parc en France. Bon, si on y est dans 20 ans, ça sera pas mal. Limiter les voyages en avion, pour le moment, ça augmente, hein, puisqu'on a rattrapé le nombre de voyages de 2019, avant le Covid, ou de 2018. Généraliser les renouvelables et le nucléaire, il faut encore stopper la déforestation. Ça peut sans doute aller plus vite. Peut-être que je pourrais l'enlever de la liste, parce que c'est des mesures qui coûtent pas très cher, en fait.
Réduire la consommation de viande, bon, il faudra, je pense, quelques décennies avant de convaincre les Américains de se limiter à un hamburger par semaine. Isoler les logements, bon, pour les logements anciens, c'est également des questions de dizaines d'années. Donc la question de délai, je pense qu'elle joue pour énormément de mesures et pas seulement pour celle du changement de la démographie. Et oui, ça c'était juste pour conclure. Bon, j'ai vu qu'il y a un livre sur les éléphants qui vous est proposé, mais il n'y a pas de lien. C'est simplement pour une image qui est souvent mise en avant. On cherche beaucoup de choses, mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a un sujet qui est quand même important, dont personne ne s'occupe, qui est l'éléphant dans la pièce. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Écoutez, merci beaucoup Marc, on va commencer le débat. Il y a un micro dans la salle qui est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Voilà, ici. Il y a une dame et un monsieur. Oui, bonjour. Quelle était la légitimité du pont là, dont vous avez présenté la réflexion un peu hors sol? Moi, je ne connais pas qui c'est. Emmanuel Pons. Je pense que c'est un ingénieur qui s'est lancé sur le sujet. Enfin, moi, j'ai pas d'erreur majeure. Je n'ai pas trouvé d'erreur majeure dans son livre. C'est simplement une question. Enfin, il y a une minimisation à peu près systématique, je pense, de l'effet de la tout ce qui démographie. était à gauche était complètement hors sol, puisque disait que la surpopulation, enfin l'évolution de la démographie n'avait pas d'impact, donc ça n'est pas bon. Oui, il dit qu'il y a un impact faible et que c'est et en la peine plus de les droits humains, enfin je veux dire, c'est la problématique des droits humains qui s'oppose à la problématique du droit des hominidés. L'hominidé étant l'animal social, donc les droits humains, c'est un discours qui tient pas plus trop quoi. Il y a plusieurs personnes qui vont répondre. Je dois dire que pour que la salle sache, Emmanuel Pons est un opposant régulier aux positions que nous prenons à Démographie Responsable. On le rencontre dans de nombreux débats. Mais je crois que M. Calins et M. Bueno l'ont sans doute rencontré et connaissent et peuvent un peu s'expliquer et défendre nos positions par rapport aux siennes. Voilà, alors exactement. Je vous remercie d'avoir souligné ça. Et puis moi, je voulais vous féliciter pour votre exposé qui est remarquable, et en particulier justement sur votre première question qui était la slide de réponse à Emmanuel Pons, parce que vous ne le connaissez pas, mais ce mec est un danger, voilà, un danger mais gravissime. Il a l'oreille, vous êtes passé à côté, mais l'oreille de tous les médias. Aujourd'hui, quand on parle de démographie en France, et c'est pas souvent, mais quand on parle de démographie, ce sont les thèses d'Emmanuel Pons qui sont présentées en long, en large, en travers, qui sont l'alpha et l'oméga. Et en plus, il est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que c'est un sophiste exceptionnel. Et c'est pour ça que, heureusement, vous avez fait ça. C'est que vous donnez des arguments pour démonter. Et il y a de quoi faire. Alors, je passe la parole à... Merci beaucoup, effectivement. Bravo, Monsieur Gillet, pour votre intervention qui était superbe. Alors, j'ai quelques mots à dire, oui, effectivement, sur Emmanuel Pons, mais avant tout, je voudrais quand même vous rappeler un fait. Ce fait, c'est que depuis 150 ans, les émissions de gestes mondiaux ont augmenté, ont été multipliées par 12. Sur la même période de temps, comme vous le savez tous, la population mondiale a été multipliée par 6, ce qui fait que les émissions per capita ont été multipliées par 2. 12 divisé par 6, c'est implacable. Et comme le dit d'ailleurs Jean-Marc Jancovici, cela prouve, et c'est une preuve, donc c'est un fait, c'est indéniable, que sur 150 ans, eh bien, l'essor démographique fut le facteur prépondérant à hauteur de 75% dans l'émergence des GES. Ça mérite quand même d'être souligné. Parce que ce monsieur Emmanuel Pons, il en est négationniste. Donc, il faut déjà bien qu'on soit tous conscients de ça, et ça se prouve. C'est-à-dire que non seulement c'est un fait, mais ça, je veux dire, ça s'explique. Parce que vous savez, l'Oxfam nous dit, oui, mais ce sont les 10% les plus riches de ce monde
qui sont émetteurs de plus de 50% des émissions. Oui, c'est un fait, mais attention, on a bien entendu émetteur. Même si en anglais ils disent is responsible for, la traduction de l'anglais is responsible for, c'est pas être responsable, ça serait are accountable for. C'est is responsible for, ça veut juste dire émetteur. Et vous savez bien que la communauté internationale fait la distinction entre être émetteur et être responsable d'eux. Elle l'a fait notamment lorsque, vous savez, on va recomptabiliser la responsabilité des émissions dues aux exportations qu'on fait en Chine sur nos têtes. Pourtant, c'est bien la Chine qui a été émettrice, mais ce sont nous les responsables. Donc cette distinction, elle est très très importante à faire, car en fait, les plus riches de ce monde-là, ils ne deviennent pas riches par l'opération du Saint-Esprit. Pour être riche, il faut vendre. Et pour vendre, on ne peut pas être tout seul à vendre. Il faut avoir des acheteurs. Et donc ça veut dire que cette vente en masse, parce que pour devenir si riche, il faut avoir vendu en masse, elle se fait avec le reste du monde. C'est-à-dire notamment avec le plus grand marché du monde, qui est la dilatation de la classe moyenne mondiale, qui a atteint la moitié de l'humanité, 4 milliards, en passe de devenir 5 milliards, c'est-à-dire 1 milliard d'ici 7 ans. Tout ça, c'est bien entendu alimenté par l'essor démographique mondial. Et c'est ce fait-là que la constitution des moyens de consommer et d'impacter se fait avec toute cette chaîne, c'est-à-dire transversalement à l'ensemble des classes sociales, que l'on atteint l'impact. C'est-à-dire que les émissions ressortent des plus riches, c'est vrai, la plus grande partie, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls responsables de ce niveau d'émissions qui ressortent par eux. C'est toute la chaîne et ça explique ce 75%. Et donc ça, c'est extrêmement important d'être souligné partout. Et c'est un argument qu'il faut absolument opposer à Emmanuel Pons. Il y a un deuxième argument, parce que, excusez-moi de prendre un peu de temps, qu'il faut lui opposer, c'est que l'empreinte, l'indicateur d'empreinte, notamment carbone, eh bien, n'est pas le reflet de l'empreinte réelle. Pourquoi il n'est pas le reflet? C'est enfantin de le comprendre. C'est qu'une empreinte, c'est logiquement toute la trace que l'on laisse derrière nous, donc c'est à la fois effectivement la trace consumériste et productiviste, mais c'est aussi la trace démographique et la trace intellectuelle. La trace démographique ne peut pas être comptabilisée pour une raison bien simple, c'est que nous ne pouvons connaître l'ensemble de l'impact des enfants qui ont été générés pendant la période d'évaluation qu'à la disparition du dernier descendant de la lignée des enfants qui ont été générés. C'est-à-dire de manière très très différée et non pas dans la foulée de la période d'évaluation. C'est pour ça que, comme on ne peut pas le faire, c'est complètement débarrassé de l'indicateur. Et la trace intellectuelle, c'est si par exemple, et je vais faire exprès de prendre l'exemple d'un Qatari inventait un jour le moyen de décarboner de manière ultra efficace le monde, eh bien, il faudrait penser que la diminution de l'impact carbone, il faudrait la répercuter notamment sur le pays qui a inventé l'invention. Et ça n'est jamais fait, parce qu'on ne peut pas le comptabiliser. Du coup, pour être très simple, cet Emmanuel Pons confond que l'indicateur d'empreinte serait le reflet exact de l'empreinte réelle. Et c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, Démographie Responsable s'en est parfaitement aperçu. Ils ont fait un magnifique papier théorique pour essayer de définir le niveau de population soutenable, etc., ou optimal, dans lesquels ils rajoutent un axe à l'indicateur d'empreinte écologique, qui est l'axe des densités des populations par surface bioproductive. Donc on est tous bien d'accord ici dans cette salle, je pense, pour dire que cet indicateur carbone n'est absolument pas le reflet exact de l'empreinte réelle. Voilà. Il y avait un monsieur qui avait encore demandé la parole. Je précise quand même, puis on finira sur Emmanuel Pons, parce qu'on ne va pas passer notre temps à dire du mal de lui, vu qu'il n'est pas là pour se défendre. Mais il a un autre défaut quand même, c'est celui d'associer l'écroulement de la biodiversité au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est une réalité, il est bien d'origine anthropique. Pour autant, aucun éléphant, aucun lion, aucun tigre n'est mort à cause du degré de plus pour l'instant. Ce sont bien des causes d'occupation des territoires. Donc là, j'estime qu'il y a quand même une mauvaise foi réelle de M. Pons. Voilà. Alors, encore une personne. Oui. Pardon, je demande à chacun d'être bref parce qu'on a déjà dérapé de 10 minutes, un quart d'heure. Oui, alors c'est Thierry Salentin. Alors, très bref, juste une précision de vocabulaire. Tous les journalistes disent que c'est le rapport Brundtland en 1987 qui a introduit l'expression Sustainable Development. Et dès 1988, dans le rapport en français Notre avenir à tous, Sustainable Development a été traduit par
développement soutenable. Or, tout à l'heure, à la fois de la part de la personne qui a présenté l'association Eurasp et de la part de M. Gillet, j'ai entendu la mauvaise traduction, à savoir « sustainable », traduit hélas par « durable ». Il faut savoir qu'en français, de 1988 à 1992, ça a toujours été soutenable. Et hélas, c'est Madame Bettina Laville qui a imposé en français le mot original durable, alors que toutes les langues latines d'Europe, que ce soit espagnol, portugais, italien, etc., disent tous quelque chose qui rappelle sustainable, c'est-à-dire sostenible, sustentable, etc. Et donc il faut éviter l'erreur de dire durable. Il faut absolument revenir au mot d'origine qui est le mot soutenable. Voilà, je vous remercie. D'accord. Merci.